Près d'un an après les émeutes, Charlotte Dornelas, un sénateur LR, François-Noël Buffet, a rendu son rapport sur les émeutes de l'été dernier. Coût total 800 millions d'euros, profil des auteurs. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau dans ce rapport ? Mais déjà, la première chose, on va dire, qu'on peut reconnaître à ce rapport, c'est que 9 mois après, il remet ce sujet important au cœur du débat. Et d'ailleurs, François-Noël Buffet le dit, il appelle le gouvernement à ne pas oublier ce qui s'est passé en juin dernier au motif que tout serait redevenu normal. Il a cette phrase, il dit « Rien ne permet d'affirmer qu'ils ne se reproduiront pas dans un proche avenir ». Et dans le rapport, il est écrit vraiment noir sur blanc qu'il serait vraiment irresponsable de ne pas penser à la prochaine fois, c'est-à-dire de ne pas analyser suffisamment correctement pour ne pas être prêt à voir ces émeutes ressurgir. En gros, en analysant les raisons des émeutes, ils me disent qu'il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas. Alors évidemment, ce qu'on n'apprend pas, c'est que la mort de Nahel était un prétexte. Et alors, cette phrase, quand même, dans le rapport, ils ont entendu, il y a eu 80 auditions, ils ont entendu beaucoup de monde, notamment le renseignement, etc. Et alors, ils écrivent cette phrase. Plusieurs endroits du territoire étaient, semble-t-il, prêts pour un affrontement avec les forces de l'ordre, comme en témoignent les importants stocks préconstitués de mortiers d'artifice, ainsi que la coordination et l'organisation qui ont pu être constatées localement dans les cibles et le modus operandi des participants aux actions ultra-violentes de ces premières nuits d'été. Ce qui est en train de nous expliquer, en l'occurrence François-Noël Buffet, c'est que en travaillant, en auditionnant tous les gens, en allant faire des visites dans les villes qui ont été touchées, ils se sont rendus compte que ces émeutes, elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes, donc il y a des gens qui les ont organisées, qui les ont pensées, qui se sont armés pour pouvoir les mener. Et donc, en effet, la mort de Nahel est un prétexte, parce qu'on ne se prépare pas, ils ne pouvaient pas se préparer pendant des mois, voire des années, sans savoir, évidemment, ce qui arriverait. Donc il y a une étincelle. Et c'est ce qui s'est passé. Ils expliquent aussi que les émeutes, il y a eu au début, dans certaines villes, en effet, l'émotion, on va dire, c'était la vidéo de la mort de Nahel, de ce policier tirant sur la voiture dans laquelle était Nahel, et que petit à petit, ça s'est transformé en véritable insurrection, et en étant absolument décorrélé des premiers jours. Et il parle également d'un rapport à un degré d'organisation et de désinhibition déconcertant. Et ça, c'est les policiers qui leur rapportent ça, de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont eu à affronter. Et les renseignements, quant à eux, évoquent carrément de véritables techniques de guérilla urbaine utilisées pendant ces émeutes. Alors après, ils font un bilan un peu de ces émeutes, vous l'évoquiez, il y a 2 décès directement liés aux émeutes, nous disent-ils, 1 millier de personnes blessées, dont 782 agents des forces de l'ordre, que ce soit police, gendarmerie ou pompiers. Et le coût de ces émeutes, vous le disiez, ils disent, eux, l'estimation des dommages atteint 1 milliard d'euros. Et le chiffre que vous donnez, voilà, 793 millions, ils sont, c'est Seulement les assureurs. Voilà, c'est ça, c'est ce qui a été transmis, on va dire, aux assureurs. Il précise que c'est un montant 4 fois supérieur à celui des émeutes de 2005. Il y a 2508 bâtiments qui sont incendiés ou dégradés, et pas n'importe lesquels, nous disent-ils. 273 bâtiments des forces de l'ordre, 105 mairies, 273 écoles. Les écoles, c'est très particulier quand même, parce que moi je veux bien l'abandon, les écoles, il faut les restaurer, on va commencer par les brûler, ça va être compliqué. Plus de 12 000 véhicules incendiés pendant quelques jours. Par rapport à 2005, parce qu'on a beaucoup fait le lien, 2005, c'est 3 semaines. Hein. Là, on a bien pire en quelques nuits d'émeutes seulement. Plus de 12 000 véhicules incendiés, beaucoup sont de la police et de la gendarmerie, environ 1500 commerces vandalisés ou pillés, un peu partout. Et alors, dans ce rapport, on trouve aussi un profil type de l'émeutier, c'est ce qui les intéressait. Voilà, vous avez le détail des commerces qui ont été vandalisés. Le profil type de l'émeutier qui a été fait notamment grâce au concours de la justice, avec les données qui lui sont accessibles évidemment, vous allez voir pourquoi. Alors le profil type, c'est un homme de nationalité française, âgé de 23 ans en moyenne, célibataire sans enfant, hébergé souvent par ses parents, ayant un diplôme de niveau secondaire, maximum baccalauréat, plutôt en activité. Et dans le détail, on voit que 91% des auteurs sont des hommes, 71% sont de nationalité française. Alors je note que quand même dans des émeutes en France, le fait que 71% d'émeutiers soient de nationalité française, ça veut quand même dire qu'il y en a 30% qui ne le sont pas. Il y a 30% de personnes de nationalité étrangère qui participent aux émeutes qu'on a vues contre le pays, en l'occurrence, donc qui les accueille. Moi, 30%, je trouve ça énorme. Gérald Darmanin, déjà, nous avait dit 10% sur le coup dans les premières interpellations. Déjà, 10%, c'était pas rien, une personne sur 10, mais là, c'est 3 personnes sur 10. Pardon, mais c'est pas rien. Donc, voilà pour le profil type, on va dire, qui sort de ce rapport. Alors, je
justement sur ces auteurs, qu'est-ce qu'on apprend de plus sur leur profil et sur les suites à donner à ces émeutes? Parce qu'il y a eu 25 propositions qui ont été faites. C'est ça. Alors, et même sur les suites judiciaires, on va dire, parce qu'on a oublié les émeutes, mais on a oublié aussi les réponses qui sont données à ces émeutes. On va dire un tiers des interpellés sont des mineurs, mais ils sont de grands mineurs. Nous dit le rapport, la moyenne se situe entre 17 et 18 ans pour les mineurs. Donc vous voyez tous les débats sur l'excuse de minorité, en l'occurrence sur les émeutes. Le juge peut déjà la lever, l'excuse de minorité, entre 17 et 18 ans, même entre 16 et 18 ans. Le rapport précise un autre point intéressant. Les émeutiers se situent dans des situations plus fragiles et défavorisées que la moyenne des Français sur les plans familial et socio-économique, le familial étant important à mon avis, mais sans marginalité sociale, nous dit-il, près de 3/4 des mineurs déférés sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc, vous voyez, c'est pas non plus une marginalité absolue complètement de ces émeutiers. Il s'attarde aussi sur le fait, vous savez, on nous avait dit, l'immense majorité d'entre eux sont des primo-délinquants, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais eu affaire ni à la police ni à la justice. On avait évoqué le chiffre de 60%, et le rapport nous dit il subsiste une partie immergée de l'iceberg qui échappe à l'ensemble des acteurs et qui semble davantage constituée de personnes inscrites dans des parcours de délinquance d'habitude. Et là, je renvoie quand même à notre explication du début où on nous dit il y avait des quartiers entiers qui étaient prêts à ces émeutes. Alors, si vous avez des gens qui sont prêts aux émeutes, qu'ils soient primo-délinquants ou pas, ils avaient déjà anticipé quand même leur participation à la délinquance déjà. Et par ailleurs, vous le savez, dans des émeutes, quand il y a des groupes comme ça, quand les policiers arrivent et décident d'interpeller, en général, ils interpellent aussi ceux qu'ils ont sous la main. Et donc, les plus organisés, ceux qui ont le plus à faire, qui ont déjà eu le plus à faire à la police, et qui sont aux commandes même d'une délinquance d'opportunité de certains. Un peu comme les Black Blocs. Un peu comme les Black Blocs, exactement. C'est-à-dire que c'est pas sur eux que la police tombe en premier. Et les informations transmises à la mission, nous précise le rapport, précise que le travail d'enquête judiciaire qui se poursuit aujourd'hui, donc pour les faits les plus graves, concerne souvent des personnes qui sont connues des services de police. Donc c'était pas tout à coup des petits jeunes qui avaient jamais eu affaire à la police, qui étaient très énervés après la mort de Nahel et qui ont été cassés ce qu'ils avaient sous la main. Ça casse un peu cette image-là, évidemment. Nahel est quasi inexistant dans les débats, ça on l'avait déjà vu avec le rapport notamment de la préfecture de police, me semble, ou le ministère de la Justice. Il n'y a pas de mouvement vraiment politique non plus. Et il y a... Alors, cette réaction violente procéderait, nous concède quand même ce rapport-là, d'un sentiment de relégation sociale tenant à un désancrage subi ou entretenu entre les émeutiers et le reste de la population, c'est-à-dire, en fait, quand on dit subi ou entretenu, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on nous parlait des territoires perdus de la République ou des territoires perdus de la France, c'était exactement ce que ça voulait dire, que ce soit subi ou entretenu, ça relève du débat politique, mais par contre, qu'il y ait des territoires qui ne vivent pas de la même manière que le reste du pays, c'était déjà ce qui était dit, peut-être qu'à l'époque, on aurait pu réagir de manière plus efficace, mais notons aussi que l'extension de ces quartiers prioritaires de la ville, de ces villes auxquelles on attache des banlieues, dans la répartition notamment des populations qui sont initialement dans les quartiers prioritaires, a généré aussi une extension de ces émeutes. Par rapport à 2005, c'est stupéfiant, le nombre de communes, de petites villes qui sont touchées par ça. Donc moi, je veux bien, donc la ghettoisation, ça fait des émeutes, la répartition, ça fait aussi des émeutes. Il y a un moment, il va peut-être falloir trouver des raisons qui s'additionnent au minimum, parce que évidemment les raisons sont multiples, mais il y a au moins des raisons qu'on oublie probablement. Alors, que faire désormais? Que préconise le rapport et qu'en dit leur gouvernement? Alors, il demande ce rapport, donc vous voyez qu'il précise encore un peu plus le profil avec les données notamment qui émanent de la justice, et il réclame au gouvernement justement d'aller jusqu'au bout avec toutes les informations dont il dispose, parce que le gouvernement disposant évidemment du maximum d'informations, et ils expliquent que c'est une démarche indispensable pour comprendre les dynamiques qui ont été à l'œuvre à l'été 2023, toujours avec l'idée de prévenir et de mieux réagir aux prochaines émeutes. C'est vous dire à quel point ils prennent au sérieux l'idée des prochaines émeutes. C'est qu'ils expliquent qu'on avait une réponse policière qui n'était pas coordonnée au niveau national, et que donc il faut moderniser cette réponse-là et la prévoir pour pouvoir répondre éventuellement si ça arrive à nouveau. Après, ils entrent dans des détails de formation, de production de munitions, notamment pour les policiers qui ont affaire aux émeutes, les munitions commençant avec les LBD, c'est pas un appel à tirer sur tous les gens qui bougent. Il y a l'idée du marquage codé, vous savez, en cas d'émeute, les canons à eau qui lanceraient une couleur pour marquer toutes les personnes qui participent aux émeutes, ce qui à mon avis ne réglera rien, parce que devant la justice,
il faut des éléments un peu plus sérieux que ça. La question des mortiers d'artifice, mieux contrôler les réseaux sociaux, se servir des polices municipales. Vous voyez, beaucoup de sujets qui sont déjà abordés extrêmement régulièrement, mais ils nous disent sur le long terme, il faudrait se poser la question de l'autorité, ça c'est pas très nouveau, des politiques de logement et d'accompagnement des quartiers, ça c'est un peu plus nouveau. De l'autre côté, vous avez le gouvernement qui nous explique que tout se situe au niveau de la justice des mineurs. Il y a des questions très intéressantes qui sont soulevées à cette occasion, mais je note que personne ne prononce le mot immigration dans le bilan de ces émeutes, et je le dis exactement de la même manière que tout à l'heure, c'est parce que si nous avons un problème avec des 3e et 4e générations, il est peut-être temps de se dire par prudence, on va déjà régler ce problème avant d'exposer notre générosité aux yeux du monde, tout ça pour finir en disant oui mais on les abandonne, c'est normal. Si on les abandonne, on arrête de faire venir des gens pour les abandonner. Déjà pour commencer, vu les résultats que ça donne.